Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager tout ce qu'il faut savoir avant de partir en Chine. Je reviens d'un mois et demi en Chine et je pense avoir acquis un peu d'expérience sur le pays, sachant aussi qu'avant de partir j'avais fait mes recherches et c'est vrai que j'ai cherché dans pas mal de ressources pour pouvoir avoir un peu toutes les infos. Et le but de cette vidéo, c'est de vous faire une vidéo où il y a un peu tout en un. C'est vraiment ça l'objectif, que vous ayez toutes les informations concernant les démarches à faire en préparation, ce qu'il faut prendre dans votre valise, tout ce qui est en lien avec le visa, le budget, grande question, quel itinéraire faire, combien de temps partir, comment préparer son voyage finalement. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est parti. La première chose à savoir avant de partir, c'est combien de temps et combien prévoir. Donc combien de temps partir? Ça va vraiment dépendre de vous, de quel type de voyageur vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt un slow traveler qui va voyager, rester dans certains lieux le temps que ça lui plaît et repartir quelques jours après? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à aller dans les spots principaux et à faire un temps prévu dessus et ensuite on avance? En fait, ça va vraiment dépendre de vous, du temps aussi que vous avez devant vous tout simplement. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de prévoir minimum 15 jours. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est un grand pays et il y a énormément de choses à voir. Et même si vous ne faites que les deux grandes villes principales, par exemple Beijing et Shanghai, avec la muraille de Chine qui n'est pas loin de Beijing, c'est au moins 15 jours. Il y a autre chose à prendre en considération, c'est les transports. Parce que le pays étant immense, le temps de trajet entre deux villes, ça peut varier et ça peut parfois être très long. Des 6 heures de transport pour aller d'un point A à un point B, ou le fait de prendre des trains de nuit parfois si vous voulez gagner du temps. Mais les transports sont aussi à prendre en compte dans votre durée de séjour parce que parfois, il faut compter une journée, le temps d'aller d'un point A à un point B. Donc ça c'est important. Donc voilà, minimum 15 jours, ça c'est vraiment ma recommandation. Je vais aussi vous partager à travers cette vidéo mon expérience personnelle, voir moi comment est-ce que j'ai procédé et peut-être que ça peut vous inspirer, peut-être que ça peut vous parler, ou vous pouvez prendre des bribes et l'adapter à votre façon. Donc nous, moi et mon copain, on est partis 43 jours, donc un mois et demi, et on a vraiment fait un itinéraire circulaire, entre guillemets, où on est allé dans les villes les plus proches à chaque fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des grands trajets, mais on essayait d'aller dans les villes les plus proches qu'on voulait visiter. Donc on a prévu un mois et demi. À savoir que de base, on voulait prévoir un mois. Et finalement, quand on a regardé tous les temps de trajet, c'était plus un mois et demi parce que parfois on perd des journées entières juste dans les transports. Donc voilà, ça c'était le premier point. Maintenant, si on parle budget, combien prévoir pour partir en Chine? Donc encore une fois, ça va dépendre de combien de temps est-ce que vous voulez partir, quelle est la durée de votre séjour, et je vais vous donner un peu des tranches de prix pour que vous puissiez avoir une idée, et aussi à la fin je vais vous partager combien nous on a dépensé pour un mois et demi en Chine. Les billets d'avion, il faut compter entre 800 et 1200 euros au départ de France. Nous on a payé très précisément 1177 euros par personne, sachant aussi qu'on n'avait pas les mêmes aéroports d'aller et de retour, qu'on a prévu des escales. Donc voilà, ça peut vraiment dépendre. Ça va aussi dépendre de la période à laquelle vous partez. Si c'est une période de vacances, s'il y a une fête particulière en Chine, ça peut varier aussi sur le prix des billets en fonction de la saison. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais en tranche de prix, je vous dirais entre 800 et 1200 euros pour un aller-retour France-Chine au départ de Paris. Pour les logements, ça dépend encore une fois de quel type de voyageur vous êtes. Si vous êtes plutôt du genre roots, aller dans des auberges de jeunesse et dormir au moins cher possible, ce sera très différent de, par exemple, nous, on était plutôt dans des hôtels et on allait dans des logements, on va dire, standards. C'est-à-dire que c'était pas forcément luxe, c'était pas forcément des logements de très basse qualité, c'était vraiment la moyenne. Et là, il faut compter entre 15 et 30 euros par nuit. Il y a autre chose aussi qu'il est important de prendre en considération concernant les logements, c'est que pas tous les hôtels n'acceptent les étrangers. C'est-à-dire que quand on arrive dans un hôtel en Chine, l'hôtel se charge de faire les procédures administratives pour nous déclarer auprès des autorités. Donc ils nous demandent nos passeports, etc. Et pas tous les hôtels ont les prérequis pour pouvoir le faire. Donc ce que je vous recommande, c'est de regarder lorsque vous réservez sur Booking s'il y a des commentaires de personnes de nationalité étrangère et ça va vous aiguiller sur le fait de savoir si l'hôtel accepte ou non les étrangers. Par exemple, nous, notre tout premier hôtel, on l'avait réservé des semaines à l'avance et quand on est arrivé sur place, ils nous ont refusé en disant qu'ils ne pouvaient pas accepter les étrangers, qu'ils n'avaient pas les capacités de faire ces procédures. Et c'est vrai qu'après plusieurs heures de vol, arriver sur place en se disant « Ah, on peut enfin se reposer », non, l'hôtel ne pouvait pas nous accepter.
D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait des vlogs sur mon voyage en Chine et ça c'est le tout premier vlog dans lequel je vous raconte un peu cette aventure de l'hôtel qui nous a refusé. Je vous mets le lien dans la description. Pour les repas, il faut compter entre 6 et 12 euros pour 2 personnes. Donc c'est franchement pas cher. Encore une fois, ça va dépendre de vos standards. Nous, on mangeait dehors dans des restos normaux, entre guillemets, c'était pas forcément des restos de grand luxe, c'était pas forcément aussi la street food. Là, je vous donne les prix pour un repas classique, c'est-à-dire que dedans, on avait 2 plats principaux, 2 boissons et parfois aussi des petits raviolis ou quelque chose en plus pour venir compléter ce repas. Franchement, on mangeait très bien, les portions, elles sont très grandes. Attention aussi, parfois quand vous commandez, en fonction des prix, vous vous habituerez, mais il y a des très grandes quantités et parfois on prenait un plat et on partageait à 2. Un exemple qu'on a eu au tout début, en commandant des raviolis, on a commandé pour 2 et finalement, s'il y avait 20 raviolis par personne, on s'est retrouvé avec 40 raviolis en entrée plus un plat, donc c'était énorme. Donc les quantités sont vraiment généreuses. Pour les transports, il y aura toute une partie dédiée au transport, je vous inviterai à aller directement à cette partie si c'est celle qui vous intéresse, mais là je vais vous donner déjà un ordre de prix de à combien s'attendre à peu près pour voyager en Chine. Les trains, il faut compter entre 7, 15 ou 30 euros par billet par trajet. Les métros, c'est à plus ou moins 3 yuan par trajet, qui nous revient à quelques centimes d'euros. Moi, je vous recommande, si vous prenez les métros, de prendre les carnets qui vous permettent de faire plusieurs trajets et c'est beaucoup plus économique. Vous pourrez aussi prendre des taxis, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Et enfin, pour tout ce qui est visite et activité, donc encore une fois, ça va dépendre de ce que vous allez voir. Si c'est un temple ou une balade sur un lac en bateau, ce ne sera pas les mêmes prix. Mais de façon générale, il faut compter entre 2 et 15 euros par personne. Maintenant, si je vous dis de façon très concrète, nous, ce qu'on a dépensé pour 1 mois et demi en Chine pour 2 personnes, sachant qu'on a fait 1 semaine de Kung Fu. Pour les trajets, pour tout ce qui est billets de train, billets d'avion en interne, etc., on en a eu pour 2275 euros pour 2. Pour les hébergements, toujours à 2, on s'en est sorti pour 1740 euros. Donc au total, pour les hébergements et les transports, on a dépensé plus ou moins 4000 euros à 2 sur toute la durée du séjour, ce qui nous revient à peu près à 2000 euros par personne pour 1 mois et demi en Chine, sans compter les dépenses de nourriture, les activités, les souvenirs, etc. Mais en tout, si je vous donne une moyenne globale, on a dépensé à peu près 3000 euros par personne pour 1 mois et demi, tout compris. Donc maintenant que vous avez un peu plus d'informations sur les transports, combien de temps rester, je vais vous donner des tips sur concrètement, si vous êtes sûr de partir, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération. La toute première chose que j'aimerais vous partager, c'est un conseil que je vous donne, notamment si vous allez dans un pays comme la Chine, qui est très grand, où il y a énormément de choses à voir, et on n'est pas forcément au courant de tout, à part si peut-être vous êtes super fan de la Chine et que vous connaissez tous les coins à voir absolument, mais moi c'était pas mon cas, c'est de vous munir d'un livre comme ceci, d'un guide de voyage. Donc nous c'est le Lonely Planet, il y en a plein d'autres de différentes marques, mais lui je l'ai trouvé très chouette et c'était super intéressant pour nous de pouvoir planifier en amont, de voir tout ce qu'il y avait à voir, parce qu'on ne le savait pas forcément. Par exemple, il y avait des rivières, des montagnes qu'on ne connaissait pas. Je connaissais les lieux principaux, Beijing, Shanghai, il y a Hong Kong, et il y avait Xi'an que je voulais voir. C'est vrai que pour la plupart des choses qu'on a vues et faites, je les ai appris dans ce livre quand on a préparé notre voyage, et il nous a aussi servi tous les jours. Tous les jours, c'était vraiment notre meilleur ami. D'ailleurs, ça se voit, il est complètement... Il est KO. Il nous a servi tous les jours parce que on pouvait aller voir les itinéraires recommandés, il y avait des restos recommandés, on nous disait aussi dans quel quartier loger, etc. En fonction de ce qu'on préfère, un quartier plutôt animé, un quartier plutôt calme, si on est proche du shopping, si on est proche de l'aéroport. Donc voilà, il y a plein d'infos comme ça qui sont très utiles et qui nous ont servi tout au long de notre séjour. Donc je vous recommande vivement de vous munir d'un livre comme ça. Vous pourrez toujours faire vos recherches sur internet, mais là c'est vrai que c'était pratique d'avoir un petit guide clé en main et que j'avais toujours dans mon petit sac. Autre point à prendre en considération quand vous préparez votre voyage, c'est de vraiment regarder les périodes à laquelle vous partez. Donc la météo, mais aussi les fêtes, les vacances, parce que ça va influer sur le prix des billets, mais aussi sur l'affluence. Nous par exemple, on est parti à cheval sur les mois d'octobre-novembre, et c'était des températures plutôt ok, c'est-à-dire qu'il faisait entre 10 et 20 degrés, ça va dépendre parfois du nord, du sud, mais de façon générale, on a eu une température plutôt agréable. Cette saison, elle est franchement chouette. Donc voilà, à voir aussi vous, vos préférences. Si vous avez peur d'avoir trop chaud, je vous recommande de ne pas y aller en été. Si vous ne voulez pas avoir trop froid, n'y allez pas en hiver. Et aussi, en fonction de quelle région vous allez, ça va peut-être aussi influer. Donc
Voilà, un point à prendre en considération avant de partir. Autre point comme ça, intéressant, je sais pas si vous le saviez, mais c'est un pays qui est immense, qui s'étend autant sur la longueur, sur la largeur, et pourtant il n'y a pas de décalage horaire. C'est-à-dire que dans toute la Chine, on était toujours sur le même créneau horaire, on était à plus 7 heures par rapport à la France. Moins, plus, quand en Chine il est minuit, en France il est 17 heures. Voilà à peu près comme il faut le voir. Autre point clé et essentiel, le passeport. Vérifiez que votre passeport est valide et surtout en bonne condition, et surtout il faut toujours l'avoir sur vous en Chine parce que on utilise le passeport pour un peu tout et n'importe quoi. Quand vous prenez un billet de train, votre titre de transport c'est votre passeport. Pour certaines activités, c'est aussi le passeport qui vous sert de ticket d'entrée. Quand vous arrivez dans des hôtels, on vous demande votre passeport. On a développé une phobie d'ailleurs, c'est celle d'oublier ou de perdre son passeport parce que sans passeport en Chine, on ne peut rien faire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en Chine, il y a des restrictions sur internet, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à toutes les applications en lien avec Meta, donc Instagram, Facebook, etc. On n'a pas Google, on n'a pas Google Maps, donc c'est plus ou moins tout ce qu'on utilise dans notre quotidien ici. Donc vous avez deux solutions, soit vous ne les utilisez plus, ou soit vous prenez un VPN avant de partir. Et ça c'est super important de le prendre avant de partir parce que si vous le prenez une fois sur place, je suis pas certaine que vous pourrez l'activer. Donc bien prendre un VPN avant de partir. Nous on a utilisé ExpressVPN et pour vous donner un avis sincère, il marchait très très bien pour le téléphone et les données cellulaires. Mais par contre si vous voulez travailler sur place ou si vous l'uploadez aussi sur votre ordinateur parce que vous pouvez connecter plusieurs appareils, là c'est un peu moins simple. C'est-à-dire que je devais souvent être en partage de connexion parce qu'il n'était pas compatible avec la Wi-Fi. C'est vrai que pour toutes les personnes qui souhaitent travailler, c'est un peu plus compliqué, du moins avec ExpressVPN. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient d'autres VPN et qui, eux, pouvaient très bien se connecter en Wi-Fi et le VPN fonctionnait. Donc moi, c'était pas mon cas, mais je le saurai pour la prochaine fois. Donc faites vos recherches avant de partir, mais en tout cas sur le téléphone, si vous utilisez uniquement le téléphone, ExpressVPN marche très bien. D'ailleurs, en parlant de SIM, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléchargé une SIM dématérialisée. C'était d'ailleurs très pratique parce que, par exemple, quand on a été à Hong Kong, on a juste uploadé une autre SIM et ça vous évite toutes les procédures de sur place, à l'aéroport, vous payez plus cher, vous devez choisir un forfait, etc. Là, vous faites tout de façon très simple et nous, on a utilisé Olafly. Franchement, c'était top, ça a super bien marché, j'étais toujours en 4G voire en 5G, connecté aussi au VPN, ça fonctionnait très très bien. Le seul petit point à noter par rapport à cette SIM, si vous pouvez, avec la SIM que vous avez, peu importe laquelle, mettez un numéro local, parce qu'il y a certaines applications, notamment si vous voulez louer un vélo ou autre, où on vous demande un numéro local, et nous on n'avait pas. Et ça nous a pénalisé pour pas mal de choses, donc ce qu'on faisait c'est qu'on demandait ou on mettait le numéro de l'hôtel pour avoir un numéro, parce que nous on n'en avait pas. Autre point très important, en Chine, ils fonctionnent très rarement avec des cartes bleues. Il y a certaines enseignes qui les acceptent, certains hôtels et encore pas tout le temps. Le cash, pareil, très rarement et du moins c'est pas quelque chose qui est très répandu. Par contre là-bas, tout se paye avec des applications Alipay et WeChat, je vous en parle après. Et pour ces applications, dedans vous rentrez votre carte bleue qui est reliée à un compte bancaire. Et la recommandation que j'aimerais vous faire, c'est d'avoir une banque en ligne. Si vous avez une banque traditionnelle, à chaque fois que vous payez, vous aurez des frais. Alors qu'avec une banque en ligne, où souvent les paiements à l'international sont gratuits, c'est beaucoup plus simple. Souvent les banques en ligne sont gratuites et fonctionnent d'ailleurs avec des liens de parrainage. D'ailleurs je vais vous partager mes liens dans la description. N'hésitez pas à passer par ceux-là si vous le souhaitez. Moi j'ai utilisé Boursorama. Boursorama ça fonctionnait mais il y a certains endroits où ça ne marchait pas. Et j'avais aussi Revolut. Revolut par contre c'est passé tout le temps, partout. Et ce qui est génial avec ces applications et aussi avec ces banques en ligne, c'est qu'on pouvait payer de très gros montants parfois et on n'avait pas de soucis. Par exemple, j'ai acheté un drone et c'est passé sans problème. Autre point, la monnaie locale et le yuan. Je vous recommande quand même d'avoir un peu d'espèces sur vous, notamment quand vous arrivez à l'aéroport, si vous avez besoin d'acheter des choses. Nous, on avait 50 €, il me semble qu'on avait changé un bureau de change avant de partir et il me semble que j'ai pas eu besoin de changer encore de l'argent. Et encore une fois, avec les banques en ligne, vous pouvez retirer directement depuis le distributeur sans frais. Autre point clé, prenez un adaptateur, c'est pas les mêmes prises qu'en France. Et enfin, pour tout ce qui est vaccin et documents spécifiques, là ça va être propre à vous. Moi j'ai pas fait de vaccin particulier, j'avais pas de documents spécifiques sur moi particulièrement. Je sais que j'ai tous les documents dans mes mails ou sur Drive. Renseignez-vous quand même au cas où. Maintenant on va parler d'un sujet très complexe, les procédures de visa. Quel calvaire! Franchement, c'était un calvaire.
Je vais essayer de vous expliquer ça de façon très simple, mais vous avez plusieurs façons de fonctionner et à vous de voir en fonction de votre temps de séjour, de ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce qui vous correspondrait le plus. Nous, on a fait une procédure de visa parce qu'on en avait besoin, mais peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Si vous comptez partir en Chine, vous pouvez prendre un visa ou ne pas prendre un visa. On va commencer par le cas où vous n'avez pas besoin de visa. Avec le passeport français, vous pouvez rester jusqu'à 30 jours en Chine sans visa. C'est-à-dire que vous avez 15 jours ou moins sur le territoire chinois. Ensuite, soit vous partez, soit vous faites une sortie de territoire. Par exemple, Hong Kong, ça compte pour une sortie de territoire. Et vous revenez sur le territoire chinois et vous avez de nouveau 15 jours. Après ces 30 jours, vous ne pourrez plus refaire cette démarche, mais si vous voulez rester 15 jours ou 30 jours en comptant une sortie de territoire, c'est possible sans visa. La deuxième solution, si vous faites un visa, vous pouvez rester jusqu'à 1 mois sans avoir nécessairement besoin de sortir du territoire chinois. Ou alors, vous pouvez faire un visa à double entrée en faisant 1 mois ou moins, faire une sortie de territoire et là de nouveau repartir sur un cycle de 1 mois. Donc quand je dis 1 mois, c'est 30 jours. Donc vous pouvez rester jusqu'à 2 mois avec un visa sur le territoire chinois. Donc à vous de voir si vous voulez faire des sorties de territoire ou pas, combien de temps vous voulez rester, etc. Sachant que le visa est payant, que les procédures elles peuvent être compliquées, mais je vais vous donner tous les tips pour que ça se passe au mieux. Nous, on a choisi de faire un visa, d'une part parce qu'on a fait un Kung Fu training et que en termes de délai, si on voulait rester 15 jours ou moins, partir, c'était trop compliqué. Donc on s'est dit, bon, on a fait un premier séjour de 26 jours, on est sorti, on est parti à Hong Kong, on est revenu pour un autre séjour d'une quinzaine de jours. Je vais vous partager les procédures pour le visa. Si j'ai bien une recommandation à vous faire, et moi c'est une recommandation qui m'a été faite par une amie qui est française mais qui a des origines chinoises, passez par une agence, vraiment. Parce que les procédures sont compliquées, on demande des documents et finalement les agences, elles ont plus de facilité à ce que notre dossier soit validé plutôt que nous on fasse la demande de visa et il se peut que ça soit refusé tout simplement. Donc nous on est passé par une agence, je vous mettrai le lien dans la description, c'est une agence qui est basée à Paris, c'est l'agence Chine Tourisme et pour faire un visa donc à 2 entrées, ils nous ont recommandé 2 maximum parce que 3 ils peuvent refuser le visa donc voilà. Donc la première entrée, celle où vous rentrez sur le territoire et une autre entrée si vous sortez une fois par exemple pour aller à Hong Kong et que vous revenez. Alors avec l'agence de voyage, on a dépensé 185 € pour un visa à double entrée avec plus ou moins la certitude que ce serait validé vu que c'est passé par l'agence et que voilà, les démarches sont beaucoup plus fluides. Et les documents demandés sont 1 ou 2 photos d'identité, les bulletins de salaire sur les 3 derniers mois à plus de 1500 € ou du moins un relevé de compte épargne pour bien attester que vous avez assez d'argent sur votre compte, votre passeport qui a une validité de plus de 6 mois après la date de votre voyage en Chine et les 185 € qu'on a payés à l'agence. Donc dedans, il y a les frais d'agence et les frais de visa compris. Quand vous faites cette procédure de visa en passant par l'agence, il faut compter à peu près 1 semaine pour recevoir votre visa. Maintenant, je vais vous partager quelques tips à savoir avant de partir en Chine. La première, comme je vous le disais, c'est d'avoir un VPN. Autre chose à savoir, les Chinois parlent pas ou très peu anglais, donc ça peut être assez difficile pour communiquer et pour se comprendre. Je vous recommande d'avoir une application de traduction. Je vous en dis plus dans la partie sur les applications à absolument avoir avant de partir en Chine. C'est une information à garder en tête parce que parfois même dans des hôtels, dans des lieux très touristiques ou même dans des aéroports, les Chinois ne sont pas très branchés anglais, donc même dans ce genre de lieux-là, on ne se comprend pas toujours. Autre chose à savoir, qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que les Chinois n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Quelle que soit votre carnation, notamment moi avec mes cheveux, ma couleur de peau, ou même mon copain qui est blanc, en fait nous deux, on était souvent le centre de l'attention. Dès qu'on allait quelque part, on va nous regarder. Parfois certains enfants vont même avoir un peu de crainte parce que je pense qu'ils n'ont tout simplement pas l'habitude. On va nous prendre en photo, on va nous demander de nous prendre en photo et voilà, à force on s'y habitue, mais voilà, c'est quelque chose à savoir avant de partir. Autre point, si vous n'êtes pas habitué, la plupart des toilettes publiques en Chine sont des toilettes turques. Donc on peut trouver des toilettes traditionnelles comme on les connaît, notamment les toilettes handicapées, mais souvent les toilettes qui vont être répandues, qu'on va voir un peu partout, ce sont des toilettes turques. Donc on s'y habitue. Je vous recommande de vous balader avec du papier toilette parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un peu à l'entrée des toilettes mais pas dans les cabines. Et aussi attention parce que c'est vrai que c'est pas toujours super propre, ça dépend des villes, etc. Mais je sais que les toilettes ça a été toute une aventure pour moi, notamment si comme moi vous avez une mini vessie et que vous avez toujours envie de faire pipi. Aussi quand vous faites des visites,
Alors ça peut être intéressant de prendre des guides, etc., de réserver, mais à savoir aussi que sur place, il y a souvent des guides indépendants qui viennent d'ailleurs vous voir et vous proposer leurs services. C'est ce qu'on a fait par exemple quand on a fait Xi'an et les soldats de terre cuite. On n'avait pas forcément prévu de guide et on est parti avec une guide qui était super sympa et ça nous a beaucoup plu, c'était vraiment chouette et c'est pas si cher, c'était 30 €, donc là c'était un guide privé pour 1h30 il me semble, donc voilà à peu près les prix. En termes de sécurité, personnellement je me suis sentie très en sécurité en Chine. Il y avait toujours des caméras de surveillance. On voit pas forcément de voitures de police ou autres à tous les coins de rue. J'ai vraiment pas ressenti d'insécurité. Dans les transports aussi, dans les voyages qu'on a pu faire. Je vous recommande tout de même de prendre des Didi. Donc ce sont les VTC locaux. Et vous pouvez suivre votre trajet, etc. Vous voyez si le chauffeur il va bien au bon endroit. Nous, c'est ce qu'on a préféré faire. Et c'est un peu moins cher d'ailleurs que les taxis. Enfin, ça dépend, c'est à peu près les mêmes prix, mais nous on aimait bien pouvoir avoir notre trajet, c'était plus simple aussi pour dire où est-ce qu'on allait, plutôt qu'un taxi où voilà, vu qu'il parle pas très bien anglais, il fallait qu'on lui montre, qu'il comprenne, etc. Avec Didi c'était beaucoup plus simple, mais pour en revenir à mon sujet sur la sécurité, on s'est toujours senti en sécurité. Concernant l'hygiène, est-ce que c'est sale? C'est une question qu'on m'a posée aussi. Eh ben non, figurez-vous que c'est très propre, les rues sont propres, les métros sont propres, ça sent pas mauvais, il n'y a pas d'odeur en fait. La Chine est très propre, les hôtels où on a été, c'était très propre. À savoir quand même, c'est que les Chinois crachent beaucoup, ça c'est pas un mythe. Donc il y a beaucoup ce raclement de gorge et ils crachent. Bizarrement d'ailleurs, on voit pas de crachat par terre. Le seul endroit où parfois c'était pas très propre et où c'était un peu plus sale, c'était parfois les toilettes publiques, mais ça dépend où. Ça dépend, par exemple, c'était beaucoup le cas à Beijing, dans les grandes villes, mais sinon de façon générale, c'est très propre. En termes d'alimentation, qu'est-ce qu'on a mangé? Est-ce qu'on peut manger dehors? Est-ce qu'on peut boire l'eau? Alors je vous recommande pas de boire l'eau de toute façon dans n'importe quel pays où vous allez et où vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau. Donc nous on ne buvait pas l'eau du robinet. Il me semble d'ailleurs qu'elle est pas toujours potable. Donc voilà, on ne buvait pas l'eau du robinet, on achetait des bouteilles d'eau, c'était pas très cher. Une fois où je pense que c'est pas passé. Mais sinon, dans tout ce qu'on a mangé, on mangeait vraiment dans des petits restos. On cherchait pas forcément et de toute façon, on n'a pas Google pour voir les avis ou autres, donc c'est vraiment au feeling. Souvent, on a les cartes avec les photos, donc on regardait en fonction des photos, qu'est-ce qui nous intéressait le plus. Franchement, ça s'est très bien passé. C'était souvent très bon. En fonction des régions, vous verrez, il y a vraiment des spécialités, des goûts qui sont très propres à certaines régions. Mais en termes d'alimentation, vraiment, aucun souci sur ce sujet-là. Je vais allumer la lumière, j'ai l'impression qu'il fait un peu noir. Les applications à absolument télécharger avant de partir en Chine. Alors déjà pour tout ce qui est logement, nous on a fonctionné uniquement sur Booking et c'était très bien. On avait le choix, tous les prix, on avait toute gamme de logements. Ensuite, pour les conversions, il y a l'application XE, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, où on peut ajouter différentes devises et faire les conversions pour voir à peu près combien ça coûte, etc. À savoir que 1 euro, c'est à peu près 7 yuan. Si vous partez à plusieurs ou en couple ou autre, tricount, pour voir qui dépense quoi et équilibrer les dépenses. Pour les billets de train, je vous recommande vivement Trip. Trip, c'est une application qui de base est chinoise, qui fonctionne extrêmement bien. On a toutes les informations, notre numéro de siège, le quai, l'heure de départ. Vraiment, c'est top. C'est les mêmes prix qu'on va trouver en gare. Parfois, on va avoir des frais, pas tout le temps. Je sais pas pourquoi, parfois on avait, parfois on n'avait pas. Mais Trip, vraiment. Et vous pouviez voir les activités. C'est-à-dire que quand vous alliez quelque part sur Trip, on vous donnait des recommandations. Il me semble même qu'on peut réserver des activités sur Trip. Je suis pas certaine. Nous, pour réserver les activités, on passait par les hôtels directement, c'était plus simple. Les applications incontournables, Alipay et WeChat. C'est, on va dire, l'essentiel de tout ce qu'il faut avoir comme application en Chine. Donc déjà, ce sont les applications qui vont nous permettre de payer. Souvent, les QR codes, ça va être à travers Alipay ou WeChat. Sur les deux applications, d'ailleurs, aussi, on a des mini-programmes. Par exemple, sur Alipay, on va avoir le mini-programme Didi, qui est l'application de VTC, où on peut aller directement pour réserver un VTC. Ça marche exactement comme chez nous en France. Sur WeChat, on a aussi des mini-programmes des différents lieux, des monuments. Attention, parce que là où Alipay est souvent traduit, WeChat pas toujours. Ce qui est chouette aussi sur WeChat, c'est qu'on peut dialoguer avec les hôtels. Donc souvent c'est écrit quand on réserve un hôtel, ils donnent leur numéro WeChat
Ils nous ajoutent ou soit on les ajoute et ils nous envoient toutes les informations, on peut leur poser des questions, on peut leur demander de l'aide pour réserver. Et finalement, on avait un lien direct avec les hôtels pour nous aider, répondre à nos questions, réserver certaines visites, nous aider à préparer notre séjour, etc. Et sur WeChat, on a la possibilité de traduire en live. Donc c'était très pratique pour communiquer avec les hôtels. Donc voilà, Alipay, WeChat, les deux applications, les must-have en Chine. Autre application super importante, une application de traduction. Donc nous, on utilisait Google Traduction. Et ça, c'était chouette parce qu'on avait la version écrite où on pouvait écrire, on avait la version parlée, on avait même une version conversation. Donc tout ça, c'est dans l'application et c'est très très pratique. Il y a aussi une version photo où on peut prendre en photo des écritures et où ça nous traduit directement et c'est vraiment très très pratique. Application de navigation, on a eu beaucoup de mal à trouver. On a cherché des applications de navigation. Alors nous, on a terminé avec Maps.me, qui est une application internationale. Et franchement, il faut regarder à deux fois parce que parfois c'est pas très précis. On n'avait parfois pas toujours les lieux qu'on recherchait. Donc voilà, c'était un peu aléatoire. Et quand combiné avec d'autres applications, Didi, etc., on arrivait toujours à arriver à destination. Mais voilà, quand vous êtes dans une ville et que vous voulez vous déplacer, Maps.me, c'est ce que je pourrais vous recommander. Il y a aussi les métros. Et enfin, dernière application que je vous recommande vivement, mais que j'utilise dans mon quotidien, même si, c'est ChatGPT. ChatGPT est votre meilleur ami. Moi, il y a des fois où je ne prenais pas de guide et où j'étais en conversation orale avec ChatGPT dans un lieu. Raconte-moi l'histoire de cet endroit et ChatGPT me racontait et je posais plein de questions. Ah bon, l'empereur il est mort en telle année, mais comment ça se fait? C'était un peu mon guide à moi. Et de façon générale, pour toutes les questions, ChatGPT répond à toutes mes questions. Quoi mettre dans sa valise quand on part en Chine? Donc je vais vous donner mon cas personnel, on est parti au mois d'octobre, ça variait entre 10 et 20 degrés. Mais dans ma valise en elle-même, bon bien sûr il y a la trousse de toilette, j'ai pris des t-shirts, j'ai pris des sous-pulls, je vous recommande les sous-pulls Uniqlo. Il y en a de différentes épaisseurs et ça c'était chouette parce que je pouvais adapter en fonction des températures. Parfois j'en mettais 2 si vraiment il faisait très très froid. J'avais des baskets pour se balader, les baskets c'est parfait. Des pulls, des gilets, une parka, très important. La parka vous verrez c'est le must-have en Chine. Tout le monde est en parka tout le temps. Et je me suis dit ok en fait on passe très bien dans la masse. Moi c'était une parka Décathlon, franchement rien à dire, très très bien. Et voilà, ça peut être intéressant quand vous voyagez, notamment s'il pleut, s'il y a un peu de vent. Et aussi ne pas oublier l'adaptateur, bien sûr. Autre point super important, comment est-ce qu'on se déplace en Chine? Alors, une fois qu'on est arrivé sur le territoire chinois, comme je vous le disais, le pays est très grand et en fonction du type de voyage que vous allez faire, ça va aussi jouer sur le type de transport que vous allez prendre. Si vous faites que les grandes villes, peut-être que vous serez plus amené à prendre l'avion. L'avion, ça marche exactement comme chez nous. Les billets, ça va être plus ou moins les mêmes prix que chez nous. On peut en trouver à 70, 200 €, ça va vraiment dépendre des trajets. On a les trains. Donc les trains, c'est pour faire de ville en ville. Moi, je vous recommande beaucoup plus le train d'ailleurs. Parce que parfois on se dit ah tiens en avion ça prend 1 heure, en train ça prend 6 heures. Mais en avion il faut savoir que les aéroports ne sont pas toujours proches des villes, qu'il faut aussi compter le temps de trajet de votre endroit où vous êtes à l'aéroport, qu'il faut compter le contrôle bagage, l'enregistrement, etc., le temps d'avion et pareil une fois arrivé sur place, le trajet de l'aéroport dans la ville. En fait, parfois l'avion, ça prend limite plus de temps que si on prenait le train où c'est beaucoup plus simple. La plupart des trajets que nous, on a fait, puisqu'on essayait d'aller dans les villes les plus proches, de faire un voyage circulaire, on n'a pas fait des grandes distances comme ça. Donc on a beaucoup pris le train, on a aussi pris des trains de nuit. Et les trains, comment ça fonctionne? On arrive à l'aéroport, on peut avoir autant de bagages qu'on veut, on passe juste nos bagages comme dans un petit scanner, ça prend 5 minutes. Les billets sont réservés en amont ou vous pouvez les acheter sur place et c'est votre passeport qui va vous servir de titre de transport. Donc nous on réservait sur Trip la plupart du temps, on avait le passeport en titre de transport qui nous permettait de rentrer dans la gare. Et une fois dans la gare, il faut savoir que les trains, un peu comme à l'aéroport d'ailleurs, embarquent, entre guillemets, 15 minutes avant le départ. C'est-à-dire que 15 minutes avant le départ, vous pouvez descendre sur le quai, mais pas avant. Donc on attend dans la gare, 15 minutes avant le départ, devant notre porte, on peut aller sur le quai et le train arrive généralement à l'heure, on embarque et il part à l'heure. Même si vous arrivez 2, 3, 5 minutes en avance, vous pourrez toujours entrer dans le train. Mais voilà, si vous êtes à l'aise, il faut compter 15 minutes avant, on sait qu'on peut aller sur le quai et attendre devant la porte de notre train.
Il y a quelque chose aussi à prendre en compte quand vous prenez le train, c'est les gares. Les villes en Chine sont très grandes, ce que eux vont parfois considérer comme des petites villes. Pour nous, ça va être une mégalopole. C'est immense. On n'a pas, je pense, la même notion des grandeurs et c'est normal, c'est un pays qui est immense. Et donc, bien regarder les gares. Faire attention à la gare à laquelle vous embarquez et celle à laquelle vous débarquez parce que pour une même ville, souvent il y a plusieurs gares. Et souvent ils sont répartis nord, sud, est, ouest. Donc voilà, essayez de prendre le train le plus proche, nord, sud, est, ouest, et arriver celui à la plus proche de votre hôtel ou de votre destination. Une fois que vous êtes dans la ville, vous avez les transports en commun qui sont franchement très pratiques, très propres, à l'heure, pas bondés, franchement top. Et les billets sont vraiment pas chers du tout. Comme je vous le disais, c'est entre 3 et 4 yuan, donc quelques centimes d'euros. Je vous recommande de prendre les passes, donc à la journée, sur 3 jours, à la semaine, ça dépend des villes. De vous balader en transport dans les villes, c'est souvent très bien desservi. Et dans certaines villes où il n'y a pas le métro, la plupart des villes ont le métro, mais certains non, vous avez soit les bus, ou soit vous pouvez vous balader avec des Didi. Donc les Didi, comme je vous le disais, c'est les VTC locaux, et c'est vraiment pas cher. 1 heure de Didi à peu près, il faut compter 12 euros. Et vous pouvez aussi réserver des taxis sur Didi. C'est-à-dire que sur l'application, on peut choisir le type de véhicule qu'on veut et on peut aussi réserver un taxi. Donc. L'autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est quel type d'itinéraire faire. Donc encore une fois, ça va dépendre du type de voyageur que vous êtes, ce que vous avez envie de voir, de faire, aussi de ce que vous verrez dans le livre que vous achèterez éventuellement et qui vous intéressera. Nous, il y avait plein d'endroits qu'on n'avait aucune idée que ça existait et on s'est dit mais je vais absolument aller là et c'est devenu un must-go alors qu'un mois avant, on n'avait aucune idée que ce lieu existait. Moi, je vais vous partager l'itinéraire qu'on a fait, peut-être que ça peut vous inspirer. Si vous restez plus ou moins longtemps, vous pouvez partir sur cette base-là, sachant que nous, on a fait un itinéraire circulaire où on allait dans les villes les plus proches pour éviter d'avoir trop de temps de trajet. Et aussi, dans la description, je vous partagerai, j'ai créé un workbook gratuit que vous pouvez télécharger avec notre itinéraire qu'on a fait, tout ce qu'on a pu voir et aussi toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo et qui pourront vous être utiles. Donc nous, notre itinéraire, il était particulier parce qu'on a fait 1 semaine de Kung Fu Training. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous en parlerai, je vous donnerai tous les tips à savoir pour préparer et faire un Kung Fu Training en Chine. Mais ce qui fait que ça a conditionné notre voyage. On s'est posé la question de quand est-ce qu'on le fait au début, est-ce qu'on le fait à la fin. On a choisi de le faire au début comme pour poser les bases de ce voyage. On a commencé par ce Kung Fu Training qui était à Wendeng. Donc on a pris l'avion et on s'est arrêté à Yantai. Et de Yantai, on est allé à Wendeng. Suite à ça, on est allé à la Grande Muraille de Chine. Donc il y a différents tronçons de la Grande Muraille de Chine. Nous, on a choisi celui qui était le plus proche de Beijing. Donc on était à Gubeikou et ensuite on est allé à Beijing. Après Beijing, on est allé à Pingyao, qui est une ville historique chinoise, et vraiment on rentre dans le jus de qu'est-ce qu'était la Chine il y a peut-être des centaines, des milliers d'années. Après Pingyao, on est allé à Xi'an, où il y a les soldats de terre cuite. Puis à Chengdu, dans le Sichuan, où on a vu les pandas, le Bouddha Leshan. Donc on a fait pas mal de choses à Chengdu, du moins en étant basé à Chengdu. Donc ensuite on s'est baladé partout dans le Sichuan. Après Chengdu, on est sorti du territoire, on est allé à Hong Kong parce que ça faisait déjà 26 jours qu'on était sur place. On est resté quelques jours et on est revenu dans la ville la plus proche de Hong Kong chinoise qui est Guangzhou. Guangzhou, c'est le canton. Donc à Guangzhou, on est allé à Foshan aussi. Si vous êtes amateur de Kung Fu, peut-être que vous connaissez Foshan, c'est de là où vient Ip Man. Puis après Foshan, on est allé à Yangshuo, là où il y a la rivière Li, on a pu faire une balade magnifique sur la rivière Li. Ensuite, on est allé dans le Yunnan, on a fait Kunming, Dali et Lijiang. Et enfin, de Lijiang, on est parti à Shanghai, où on a pris notre vol pour rentrer en France. Donc voilà, c'est un itinéraire circulaire qui nous a permis de faire un très beau tour de la Chine, de voir plein de choses. Donc c'est un pays immense, comme je vous le disais, il y a plein de choses à voir, on n'a pas pu tout faire, c'est sûr, et je sais pas si on peut tout faire, mais en tout cas, on a vu différentes régions, différentes cultures, différentes ethnies, et on voit bien aussi que selon les régions, selon les ethnies, c'est très varié. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je partage une série de vlogs sur la Chine où je vous emmène avec moi en immersion dans les différents voyages où on a été, où on peut rencontrer les différentes cultures, les ethnies qui vivent, où on voit c'est quoi la nourriture locale, les épices et finalement la culture très propre à chacune des régions. Donc je vous invite à suivre cette chaîne et à aller explorer les vlogs si ça vous tente. Moi j'ai adoré les tourner, j'adore partager des histoires, des anecdotes et j'espère que ça vous plaît aussi.
Enfin, pour cette dernière partie, qui est un peu une partie bonus si ça vous intéresse, je vais vous parler du Kung Fu Training qu'on a fait en Chine. La Chine est le pays berceau du Kung Fu, donc c'était l'endroit idéal pour nous pour découvrir et explorer encore plus cet art martial traditionnel. Déjà en amont, je vous recommande de benchmarker, parce qu'il y a énormément d'écoles de Kung Fu, de benchmarker les écoles, d'aller voir qu'est-ce qui vous parle le plus ou pas, de vraiment regarder aussi ce que vous voulez faire. Il y a plein de types de Kung Fu, il y a du Kung Fu Shaolin, il y a du Wing Chun, il y a du Sanda, il y a vraiment plein de choses. Donc déjà, quel type de Kung Fu vous voulez faire ? Ça va peut-être aussi réduire certains nombres d'écoles. Où est-ce que vous voulez aller ? Ça peut être important aussi, si vous voulez faire ce Kung Fu Training avant ou après votre voyage, de voir en fonction de la localisation, de voir aussi si l'école est très réputée sur Instagram ou autre. Et en fait, ça va peut-être dépendre sur le nombre d'élèves. Nous, par exemple, on a fait un Kung Fu Training en choisissant de pratiquer le Wing Chun. On était dans une école qui était plus intimiste, où on n'était que 5 élèves, mais finalement on a pu avoir une proximité avec les Shifu, c'était très personnalisé, et je pense qu'en une semaine j'ai énormément appris. Peut-être qu'avec une école avec énormément de monde, ça aurait été un peu moins personnalisé. Regardez aussi les prix, il y a différentes gammes de prix en fonction des écoles, et ça va aussi dépendre de la popularité de l'école. Et regardez combien de temps est-ce que vous pouvez rester sur place. Il y a certains programmes où c'est vraiment disciple Shifu, où là on va rester 1 an ou 6 mois, etc. Nous par exemple on est resté une semaine, mais c'était complètement possible de choisir le temps qu'on voulait rester dans l'école où on a été. Donc voilà, ça peut être des critères à prendre en compte. Je vais vous mettre le lien de l'école où on a été dans la description, et vraiment je recommande vivement. J'ai aussi un vlog sur le Kung Fu Training sur ma chaîne, je vous invite à aller le voir, je vous le mets aussi dans la description. Autre question que vous vous posez sûrement, c'est quels sont les prérequis ? Est-ce qu'il faut que j'ai une forme physique particulière, un mindset, est-ce qu'il y a une préparation, etc. etc. Alors, personnellement, dans l'école où j'ai été, il n'y avait pas forcément de prérequis. Moi, je ne fais pas forcément de sport. En termes de mindset, voilà, il faut s'attendre à faire du sport, à donner le meilleur de soi, à aller au bout des choses. Mais il n'y a pas vraiment de prérequis physique, mental. Juste, voilà, si vous êtes prêts, lancez-vous. Aussi, est-ce qu'il y a besoin de parler chinois ? Eh ben pas forcément. Nous, les Shifu, ils parlaient pas anglais, nous on ne parlait pas chinois, mais on a très bien réussi à se comprendre. Comme je vous disais, c'était une école très intimiste, on était 5 élèves. Ils nous montraient les gestes, ils nous expliquaient, ils nous replaçaient quand on n'était pas très droit, et on n'avait pas besoin de parler avec des mots pour se comprendre. Et finalement, cette aventure, elle était tout aussi magnifique. Qu'est-ce qu'il faut prendre sur place ? Est-ce qu'il y a des choses particulières à prévoir ou autre ? Ça dépend de l'école. Il y a des écoles qui donnent les tenues, nous c'était pas le cas, donc on a prévu des leggings, des tenues de sport, on a prévu une gourde, très important, on boit beaucoup d'eau, prévoir aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'hygiène, des serviettes, etc. En fonction des écoles, ils vous fournissent ou pas les draps, ils nous fournissaient les draps. Mais voilà, souvent les écoles, elles vous font une liste de tout ce qu'il faut prendre, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Et enfin, en termes de prix, le sujet qui vous intéresse sûrement aussi, combien ça coûte de faire un Kung Fu Training ? Et ben nous, pour faire une semaine de Kung Fu Training, on a payé $250 tout compris. L'hébergement, les cours, la nourriture, avec un petit déjeuner et 2 repas par jour, $250. Après, je sais que plus vous restez longtemps et plus le prix est dégressif. En fonction du programme que vous faites, en fonction de l'école, ça peut varier, mais voici nous ce qu'on a payé. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur tout ce qu'il faut savoir avant de partir en Chine. J'espère avoir balayé tous les essentiels, tous les questionnements peut-être que vous aviez pour préparer votre voyage. Dites-moi en commentaire si vous prévoyez de faire un voyage en Chine, si c'était pas prévu mais que vous vous dites tiens, pourquoi pas. Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions si j'y ai pas répondu. S'il y a des choses qui vous intéressent, que vous avez besoin de plus de détails, mettez-les-moi dans les commentaires et moi j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!